Salut Pauline. Vous avez créé une vraie communauté. Bah ouais, non, c'est super sympa. Vous attendez combien de personnes? 5000. On attend le nombre de personnes qui voudra nous rejoindre. Écoute, on en sait pas. Bonjour les filles. Salut Pauline. Pauline qui s'appelle Guillaume, parce que maintenant on reconnaît les pseudos aussi. Ouais. Benoît. Salut Benoît. Donc voilà, c'est juste pour passer une petite tête, on a pétanque nous. Ah bah, c'est gentil. Enchaîne nous, piscine, pétanque. Moi je suis regard. Heureusement qu'à la pétanque, t'as un apéro, quoi. Eh oui, bon bah c'est bon. Allez, salut. Merci les chéris, bisous, ciao. Ciao, ciao. Alors Bon, du coup, bienvenue à tous. Vous savez, c'est comme d'habitude, on se laisse quelques minutes le temps que les gens arrivent. Agnès est là, Caro est là, je suis là, on peut se dire bonjour. Voilà, super, ça s'affiche, j'ai plus de place sur mon écran. Agnès, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as l'habitude, mais tu peux voir en fait soit la personne qui parle, soit une mosaïque avec plusieurs têtes. Ouais. Alors, faut que je change peut-être. Moi, j'ai des enfants aussi qui viennent de se connecter. Coucou. Coucou Anne. Ah ouais, on a tous les enfants ce soir. On a tous les enfants, ouais. Vu qu'on a la chance d'avoir tous les enfants chez les grands-parents. On a les grands-parents en visio et les enfants. Coucou. Alors souvent, on fait un tout petit point lecture avant de démarrer pour savoir qui lit quoi. Ah ouais, alors attends, je vais prendre mon livre. Agnès, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment qui te plaît? Oui, je lis quelque chose qui me plaît. Je suis plongée dans Anna Karénine que je n'avais jamais lu. D'accord. Super. Voilà. Donc, c'est un bon pavé de 900 pages pour m'occuper quand même pendant un petit peu de temps. C'est le pavé des vacances. Ouais. Et toi, Caro? Moi, j'ai un beau pavé aussi, regarde. Bon, c'est pas 900 pages, hein, mais c'est 780. Je crois qu'il y a un paquet de gens qui l'ont déjà lu, celui-là. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ouais, c'est vrai qu'on le voit tourner pas mal sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas lu quand il est sorti. Il vient de sortir en poche et je l'ai vu passer un peu partout. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc, je suis dedans, tu vois. J'avance bien. C'est une très belle histoire. Et moi, aujourd'hui, j'ai lu le livre de Jérôme Loubry qui va sortir le 2 septembre. Voilà. Une avant-première. Une avant-première, exactement. On est au mois de juillet et on lit déjà des livres du mois d'octobre. Tu te rends compte? Ouais. Enfin, pas moi en ce moment, mais bientôt. Est-ce que quelqu'un veut nous parler d'une lecture? Parce qu'après, quand on aura démarré, étant donné que ce soir, on va être assez nombreux, on va couper les micros, vous savez, comme d'habitude. Et en fait, on vous demandera de poser vos questions dans le chat pour éviter qu'il y ait deux personnes qui prennent la parole en même temps. Donc, si vous voulez en revanche passer un petit coucou, dire bonjour à Agnès, nous parler de votre lecture ou de savoir quel temps il fait chez vous, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est Clémentine, j'ai pas assez de réseau pour faire la vidéo, mais je suis avec vous par l'audio. Ok, coucou Clémentine. Super. Moi, je viens de finir un super bouquin qui a pas fait beaucoup de bruit à la sortie, qui s'appelle Comédie cubaine, d'un auteur avec un nom espagnol. Alors attends, je le connais pas par cœur, faut que j'aille voir. C'est Pablo quelque chose, c'est chez Stéphane Marsan et c'est un petit bijou, c'est trop mignon, c'est super poétique, c'était génial. Franchement, je vous le conseille. Ok, super. Je crois que tout le monde est en train de préparer ses petites lectures là pour l'été. Donc voilà. Vous êtes sur quoi, vous les filles? Ah, tu nous as pas entendu du coup tout à l'heure? Non, okay, pardon, je viens juste de rejoindre. Moi, je suis sur Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ah oui, c'est bien. Donc Mathieu, il a mis dans le chat le titre du livre dont tu as parlé et c'est Pablo Medina. C'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et vraiment, il est superbe. Bon, on regardera alors. Je suis à fond. Mathieu est à fond, effectivement. On peut peut-être remercier ton mari, d'ailleurs, Caro, là, en attendant de démarrer. Remercions Mathieu, qui s'occupe de l'administration des lives et qui nous a créé une chaîne YouTube qu'on lancera officiellement demain, mais à laquelle vous pouvez vous abonner dès ce soir. Elle est en ligne.
Donc, c'est sur YouTube et c'est l'apéro, on ne va pas se tenir à carreau. Voilà. Dès demain, il y aura la vidéo, le replay avec Agnès. Donc, si vous voulez vous abonner dès ce soir, elle est déjà en ligne. Donc, merci Mathieu. Voilà. Ouais, c'est top. Eh bien, on va pouvoir démarrer, je pense. On démarre? Je vois que ça continue à arriver. Moi, j'ai reçu des messages aussi de personnes qui vont peut-être arriver en cours de route parce que c'est pas toujours évident d'être disponible pile à 19h. Et puis, comme pour toutes les rencontres, donc on aura le replay de cette rencontre qui sera disponible sur la chaîne YouTube dès demain. Alors, du coup, effectivement, à la fin de cette rencontre, donc à 20h, on demandera à tout le monde de couper sa participation parce qu'on s'est retrouvé pendant l'émission de Laure avec 8 heures d'enregistrement parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient oublié de couper. Voilà, donc n'oubliez pas de couper, ce serait dommage, on entend tout ce que vous dites. On aime bien aussi parce qu'on aime bien les scoops, mais bon. On démarre, Caro? Ouais, on démarre, c'est parti. Ça vous va? Vas-y, c'est toi qui lance. Alors, merci Agnès d'avoir répondu à notre invitation. On est super flattés, super heureuses avec Caro. Donc, le 20 mai dernier sont sorties tes 2 nouveautés, Nos résiliences chez Michel Lafon et Une évidence chez Pocket, que je te laisse montrer puisque moi, j'ai que le Michel Lafon. Le voilà. Voilà. En version Pocket. En version Pocket, donc disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 20 mai. Nos résiliences, c'est Caro qui va nous le pitcher, donc c'est ta nouveauté. On l'a lu toutes les deux, on a aimé toutes les deux et on s'est séparés. Donc Caro s'occupe de Nos résiliences et moi je m'occupe d'une évidence. Ouais, mais avant ça, on va demander à Agnès, même si je pense tout le monde connaît Agnès. Agnès, si tu veux bien nous dire qui tu es en quelques mots, c'est toujours sympathique d'avoir une présentation de l'auteur. Donc Agnès Martin-Lugan, je suis auteure de 8 romans. Mon premier, Les gens heureux, lisez, boivent du café. Et puis ainsi de suite, jusqu'à Nos résiliences. Et puis, moi, je tiens surtout à vous remercier toutes les deux de me recevoir pour votre apéro ce soir et de pouvoir échanger et de parler d'une évidence et de Nos résiliences et puis de pouvoir répondre à des questions ou d'échanger avec les uns et les autres. Super. C'est nous qui te remercions parce qu'on est très contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Du coup, je vais vous parler de Nos résiliences, qui est donc ton dernier roman qui est paru là juste aux sorties du confinement. Alors, c'est l'histoire d'Ava et de Xavier. Ava et Xavier, ils ont 2 enfants qui s'appellent Pénélope et Titouan. Ils forment une famille heureuse. Eux ont des métiers dans lesquels ils s'épanouissent. Ava est galeriste, Xavier est vétérinaire. Et au début du roman, Xavier revient d'un mois en brousse et il doit reprendre sa place de père de famille. Ils doivent retrouver leur marque. Et en fait, très vite, la routine s'installe. Je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'on a un extrait à vous lire. Et en fait, c'est le début du roman. Et du coup, je trouve dommage de passer à la suite. Donc, Agnès, si tu es d'accord, tu nous lis juste le début de l'histoire parce que ça va avec ce que je viens de dire. Et j'ai quelque chose à poursuivre juste après ton extrait. Oui, tu vas en dire un petit peu plus quand même. Oui, je sais, mais étant donné l'extrait qu'on a choisi, je poursuis après, je promets. Alors, attends, je partage l'écran. Normalement, ça va venir dans quelques secondes. Voilà, donc le premier extrait, c'est le tout début du roman d'Agnès. Ouais. C'est bon? Ça vient c'est bon. normalement. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Je me glissais seule dans notre lit pour la dernière fois avant longtemps. J'aimais l'atmosphère de ces nuits-là. Un mélange d'impatience et de fébrilité. Une excitation à le retrouver. Une appréhension qu'il vive mal son retour. Un goût d'euphorie qui submerge. Une envie d'accélérer le temps et de le ralentir à la fois, tant cette ultime attente était jouissive après un mois d'absence. Dans la pénombre de notre chambre, j'avais une perception accrue des bruits de la maison. Le moindre craquement dans la toiture, le chant de la pluie, le moindre petit pas de l'un des enfants se levant avec la bonne excuse d'aller aux toilettes. Monsieur, notre chien, qui ne dormait que d'un œil en grognant dans son panier, mademoiselle, notre vieille chatte qui sautait de meuble en meuble. Eux aussi attendaient son retour. Nos esprits à tous étaient tournés vers lui. Il devait être en route à cette heure-ci. Il roulait vers chez lui, vers chez nous. J'avais suivi l'atterrissage de son avion en direct sur mon téléphone. Il ne m'avait pas appelé. Il me disait toujours qu'il n'allait pas prendre le risque de me réveiller alors qu'il rentrait dans quelques heures. Il s'amusait à croire que je pouvais dormir profondément en attendant son retour. Je ne m'en offusquais pas. Il avait besoin de ce temps en tête-à-tête avec lui-même pour se préparer à revenir parmi nous, pour se retrouver, pour se fondre à nouveau dans sa peau de mari et de père. Non pas qu'il nous oubliât pendant ce voyage, mais il renouait avec celui qu'il était avant d'avoir une famille, du temps
n'avait ni femme ni enfant. Voilà, voilà. Voilà, merci Agnès. Alors, donc, c'est ce que je disais. Xavier revient après un voyage et il doit reprendre sa place de père de famille. Ils doivent chacun retrouver leur marque. Et puis, quand on retrouve ces marques, la routine se réinstalle, la surcharge de travail aussi, et parfois même le surmenage. Alors, on arrive au début de l'histoire où en un instant, effectivement, leur vie bascule. Et plus tard dans le roman, tu écris, on dit toujours qu'il faut un drame, une mort pour saisir la valeur des choses, la valeur de la vie. Alors, je voulais te poser la question, comment t'es venue l'idée de ce roman, où effectivement, enfin, qui illustre très bien cette phrase, en un instant où la vie peut basculer? En fait, l'idée vient surtout finalement du point de vue d'Ava par rapport à ce qu'ils vont traverser, parce que on parle. Voilà, je vais donner quand même une information. Xavier va avoir un grave accident de moto. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait avec cette histoire-là, avec ce personnage-là d'Ava, c'était son point de vue à elle, parce qu'on parle souvent de la victime d'un accident ou d'une maladie, à juste titre, hein, mais on parle très peu du conjoint ou de la conjointe et de tout ce que l'autre a à porter, à subir. Et c'était vraiment tout ce qui pouvait se passer au plus profond d'Ava par rapport à cette situation-là qui m'intéressait. C'est vraiment la naissance du roman, c'est vraiment parti de là en fait. Ok, alors effectivement, je ne savais pas jusqu'à quel point tu voulais aller. Ça, on peut le dire quand même. Dans la 4e de couverture, on ne dit pas grand-chose. Donc effectivement, je me suis dit que c'était peut-être une volonté de ta part. Du coup, effectivement, ce roman, il est très profond. Et j'avais une question à propos du titre, parce que tu l'as appelé Nos résiliences. Alors souvent, on parle de résilience au singulier. Ouais. Pourquoi ce choix, finalement? Le pluriel, alors déjà ce titre, hein, il est vraiment arrivé à la fin de l'écriture. J'avais absolument pas conscience finalement en écrivant le roman qu'il aurait pu avoir ce mot de résilience en conclusion et en titre encore moins. Mais voilà, il s'est vraiment imposé à la fin. Et le pluriel derrière s'est imposé parce qu'il n'est pas question d'une seule résilience. Il est question de résilience, certes d'Ava, celle de Xavier, mais celle de leur couple aussi et celle d'autres personnages encore, dont on ne parlera pas, je pense. Mais finalement, bah voilà, ce n'est pas qu'une histoire, même si je suis centrée sur le point de vue d'Ava. Il y a les autres personnages et il y a la résilience du couple. Donc, c'est pour finalement, ça aurait été réducteur pour moi de le mettre au singulier. Ok. Oui, sachant qu'effectivement, derrière les titres, chacun peut y comprendre un tas de choses différentes. Et du coup, je trouve que ça interpelle ce pluriel, mais du coup, ça donne encore plus envie d'en savoir plus. Ouais. Enfin, oui, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as souffert, est-ce que tu as souffert pendant l'écriture de ce roman? Parce que j'ai retrouvé parfaitement ta plume habituelle, hein, que j'aime, parce que ça se lit bien, tu observes finement les choses, mais il se passe aussi des choses très profondes dans ce roman. Et je me demandais si, je sais pas, j'avais l'impression de ressentir une souffrance particulière. Est-ce que tu l'as ressenti en écrivant ou c'est peut-être la playlist musicale qui était plus sombre que d'habitude? Alors, elle s'est fait de sombre, cette playlist, au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture. Après, c'est un roman qui, justement, dans son écriture, a une place particulière par rapport aux autres, parce que j'ai tourné très longtemps autour. J'avais tout, mais ça n'arrêtait pas de rechanger dans ma tête. Enfin, il y avait vraiment les personnages s'échappaient, revenaient, je commençais, je revenais, parce que je trouvais que c'était pas à la hauteur de ce que j'avais envie de leur apporter. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu un truc qui s'est opéré, vulgairement, la mayonnaise a pris dans ma tête. Et là, finalement, il y a eu une forme d'urgence à l'écrire. Donc, je l'ai écrit sur un temps plus resserré que d'habitude. Ah oui. Donc, c'est une écriture qui m'a emmenée très loin, qui m'a fatiguée parce que du coup, j'avais des journées encore plus importantes d'écriture par rapport à d'habitude. Alors, j'ai souffert, très clairement. J'ai eu mal, mais j'ai eu mal parce que j'étais avec Ava et que elle a véritablement, comme à chaque fois, mais je dirais que c'est pire en pire
au fur et à mesure des romans, mes personnages principaux prennent de plus en plus possession de moi. Il y a vraiment un truc qui s'opère où c'était pas moi qui racontais l'histoire d'Ava, c'était Ava qui me la murmurait à l'oreille et en fait moi j'étais juste les doigts sur le clavier et c'était ce qui se passait à l'intérieur, dans son ventre, dans son cœur et il y a eu des moments dans l'écriture extrêmement schizophréniques où je ressortais de mon bureau et je savais plus finalement est-ce que c'était Ava qui pensait encore, est-ce que c'était moi, comment j'arrivais moi à revenir et à m'extraire un petit peu de la tête et du cœur d'Ava pour revenir dans ma vie à moi. Donc, oui, il y a des moments de souffrance, mais il y a derrière la souffrance, il y a toujours un immense plaisir parce que, pour moi, quand j'arrive à ce point de schizophrénie, je tends à ça à chaque fois que j'écris parce que si je n'ai pas ce moment de schizophrénie, c'est qu'il y a un truc qui se passe pas. Donc, c'est que fatalement, derrière, je serais pas satisfaite de ce que j'ai écrit. Donc tes personnages prennent complètement possession de toi en fait. Ouais, vraiment. Enfin, il y a vraiment. Enfin, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut des fois que je lutte pour dire non, non, mais là maintenant c'est moi. Enfin, je décroche. Enfin voilà, mon mari des fois me dit ouh, on est là, tu sors de ton bureau, tu n'es plus avec elle. Enfin, parce que voilà, enfin je le dis souvent, mais on est nombreux à la maison, quoi. Parce que je les traîne partout, parce que il y a des moments, enfin je me couche le soir, c'est pas moi qui pense, c'est le personnage. Et je suis déjà dans ce que potentiellement elle peut ressentir, ou elle pouvait ressentir dans les quelques lignes que j'ai écrites avant de m'arrêter et de revenir à ma vraie vie. Pauline, Moi, j'ai une demain, question en tant que lectrice. J'ai du mal à laisser partir tes personnages, à les quitter, parce que c'est vrai que dans tous tes romans, ce sont des histoires fortes où on s'attache énormément aux personnages et c'est vrai que c'est un crève-cœur de terminer un de tes romans et de se dire bon bah voilà, on laisse partir les personnages. Comment tu gères toi justement la fin d'un roman et comment tu laisses partir tes personnages parce que à part le premier auquel tu as fait une suite, sinon parfois tu fais un petit clin d'œil, mais c'est vrai que à chaque roman c'est une nouvelle histoire qui commence et c'est des nouveaux personnages. Comment tu gères ça en fait? De quitter tes personnages? Mal. Très mal. Non, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où, mine de rien, je l'envoie à mon éditrice, où il y a quand même déjà une première séparation. Après, c'est bien, je retourne dans la bulle de l'écriture et du roman accompagnée par elle. Et moi, je vis ça très bien parce que je me dis c'est du temps de gagner avec mes personnages. Et puis après, la grosse séparation, elle s'opère quand même quand le roman part chez l'imprimeur, où là, je sais que je n'aurai plus jamais de tête-à-tête avec eux, où il n'y aura aucune intervention d'une quelconque manière, où il n'y aura plus, oui, cette fusion avec le personnage, donc c'est terminé. Donc il y a ça. Donc là, je vis une période, je ne dois pas être forcément toujours très agréable au quotidien. Parce que oui, je suis de mauvaise humeur, je suis très triste, il y a un gros vide quand même qui s'installe. Et puis, après, je me secoue, enfin voilà. Et puis, on arrive à la sortie. Donc là, la sortie, c'est le dernier au revoir. Et c'est à ce moment-là, finalement, où je suis capable de me dire, bah, t'es une grande fille. Et ces personnages, moi, je les ai eus presque un an à chaque fois, juste pour moi toute seule. Et l'idée, c'est de les faire maintenant partager aux lecteurs. Et la plus belle vie qu'ils peuvent avoir, c'est auprès des lecteurs. Donc, alors, ils reviennent parfois en bouffée, comme ça, où ils vont me remanquer. Et puis, au bout d'un moment, bah, il y a de nouveaux personnages qui toquent à la porte et qui me disent que eux aussi, ils ont besoin de se faire leur place et de se faire connaître. Et puis voilà, il y a un mouvement de bascule qui s'opère finalement assez naturellement. Enfin, en tout cas, jusque-là. Ça a été plus ou moins dur suivant les romans, mais jusque-là, je suis jamais restée coincée avec des personnages en me disant c'est terminé, il y aura plus rien. À chaque fois, je me dis j'y arriverai jamais, mais finalement, voilà, il y a quand même une forme, enfin la frustration du manque de l'écriture,
rencontre, d'envie de rencontre avec de nouveaux personnages qui, du coup, fait que le mouvement de séparation se fait naturellement. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu avais fait une suite pour Les gens heureux et que depuis, tu n'en as plus fait? Peut-être que tu te laisses la possibilité pour certains romans. Alors, la suite des gens, en terminant les gens, je savais qu'il y aurait une suite. Ok. Parce que Diane, elle n'en avait pas fini avec son parcours. Moi, j'en avais pas fini avec elle, donc je savais qu'un jour ou l'autre, je la retrouverais. Et à mon sens, cette suite se justifiait. Après, on m'a souvent demandé une suite à la suite. Ah bon? Non, je pensais peut-être à une suite d'un autre roman. Non, alors après, je m'interdis rien, mais je peux pas. Il faudrait que ça ait du sens. Ouais. Il faudrait que je sente au plus profond de moi que les personnages ont besoin de vivre autre chose qui va forcément les bouleverser, les perturber, et que moi, du coup, j'ai envie de porter cette histoire-là avec eux, ou la thématique, voilà, que ces anciens personnages devraient aborder. Je ne ferai pas des suites pour faire des suites. Oui, c'est clair. Parce que ça, c'est faux. C'est faux, ça manque de sincérité. Donc après, ce que j'ai fait une fois en faisant le clin d'œil, Ouais, c'était super. Moi, j'avais adoré. c'est j'avais envie de retrouver Gabriel et Iris, et en même temps, ils pouvaient jouer un rôle auprès d'Yael. C'était pas plaqué pour dire je les mets pendant 3 pages, mais non, parce que je me suis dit qu'en fait Gabriel était celui qui pouvait sortir ses 4 vérités d'une manière très vulgaire à Yael, et que c'était parfait. Elle avait besoin de ça pour la secouer. Ça servait le nouveau personnage. Ça n'aurait pas servi à elle. Je me serais dit, tant pis, je me serais vraiment amusée, mais ça n'aurait pas fait avancer le parcours de Yael, donc je l'aurais pas fait en fait. Mais c'est vrai que c'était super comme clin d'œil. Moi, j'avais adoré d'avoir des nouvelles comme ça, juste sur quelques lignes. Ouais. Ouais, surtout qu'on s'y attendait pas. Non. Non, c'était surprise. Ouais. Une bonne surprise. Est-ce que ça, continuer des petits clins d'œil par-ci par-là, c'est voilà, comme tu disais, il faut que ça serve vraiment au nouveau bouquin. Tu t'empêches pas d'avoir un personnage qui vienne faire un petit coucou ou qui passe dans un prochain roman? Je me l'interdis absolument pas. Si ils viennent frapper à la porte en disant mais attends, on a 2-3 petites choses à dire à ton nouveau personnage, mais alors là, j'y vais avec un plaisir mais inouï. En fait, on découvre que Agnès Martin-Lugan, c'est le personnage de Split, hein, c'est ça? Vous êtes combien dans ta tête? On est hyper nombreux. C'est hyper rigolo parce que très nombreux. On a l'impression que tu maîtrises pas du tout, en fait, que c'est pas toi qui les laisse rentrer ou partir ou revenir. Alors, c'est vrai que depuis déjà plusieurs romans, c'est vraiment le personnage principal qui s'impose à moi. Et après, finalement, l'histoire découle de l'apparition de ce personnage. Ensuite, j'ai vraiment compris que je n'étais pas la marionnettiste toute puissante de mes romans, et que suivant ce que pouvaient amener les personnages secondaires qui me réservent toujours des surprises, il pouvait se passer des choses qui n'étaient absolument pas prévues. Alors c'est vrai que maintenant, quand j'entame un roman, j'ai une structure, mais j'ai absolument pas les chemins qu'ils vont prendre. Donc je me laisse porter par ce qui va se passer. J'ai toujours tous mes personnages, évidemment le principal, mais tous les secondaires. Après, certains secondaires peuvent se révéler plus importants que prévu au fur et à mesure de l'écriture. Ça s'est passé pour nos résiliences pour ceux qui l'ont lu, sur le personnage d'Idriss, par exemple. Idriss ne devait pas forcément, même s'il est très discret, mais il a une discrétion quand même qui est loin d'être anodine pour Ava. Mais voilà, c'était pas Idriss, il existait, et puis finalement il allait devenir ce qu'il allait devenir. Après, je passe un peu sur le précédent. Par exemple, dans Une évidence, là j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me laisse complètement faire. Pour la première fois, j'avais pas la fin. Ah oui. Ouais, j'avais pas la fin. D'accord, t'avais pas la structure et t'avais pas la fin. En fait, je ne connaissais pas la fin.
j'avais en tête l'élément relationnel entre Ren et Noé. Mhm. Tout le reste, je ne l'avais pas. Mais il y avait, enfin, je construisais dans ma tête sur mon petit calepin l'histoire. Ça venait pas, et en même temps, j'avais une telle urgence de le démarrer. Enfin, voilà, fallait que ça sorte, D'accord. que je me suis lancée en me laissant porter. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu que j'arrive jusqu'à une certaine lettre, pour ceux qui ont lu une évidence ou qui se souviennent d'une évidence, pour que la fin m'apparaisse. On doit être à peu près à 70-80 pages de la fin du roman. Donc, je commençais à avoir quand même de grosses suées. Hein, Ouais, j'allais dire, est-ce que tu étais torturée de ne pas savoir la fin ou est-ce qu'au contraire, tu étais plutôt zen et tu te laissais porter? Alors, non, la zénitude, quand j'écris, je ne connais pas. Ça, c'est très clair. Je disais, mais à un moment, il va bien y avoir quelque chose qui va apparaître. Enfin, c'est pas du possible qu'ils me fassent tous tourner en rond de cette manière-là. La lettre a été fatale. Je me suis effondrée après l'écriture de cette lettre-là. Et en même temps, ça a été du coup l'écriture de la fin d'une évidence, une expérience d'écriture absolument extraordinaire. Ouais, je me laissais pas, enfin, j'étais prise par un flot, donc là, moi, j'existais plus, hein, c'était Ren qui se prenait tout dans le visage, mais du coup, voilà, donc plus en fait j'écris, plus j'apprends à me laisser porter par mes personnages. Moi, J'ai c'était une expérience de lecture aussi. Les 100 dernières pages d'une évidence, moi, je les ai lues en pleurant, mais ça m'était jamais arrivé de pleurer. Je te l'avais dit, de pleurer non-stop pendant les 100 dernières pages. Vraiment, j'ai mis les essuie-glaces et je me suis dit, allez, on y va. Et, du coup, je sais pas si ça me rassure de me dire que toi, ça a été aussi une drôle d'expérience pour toi, la fin de l'écriture, mais J'ai jamais autant pleuré en écrivant un roman que celui-ci. Hein. bon, bah, on est d'accord. Alors, tout le monde a pleuré. Auteur-lecteur, dans le même bain. Est-ce que tu nous lirais le deuxième extrait de Noé Delis, Agnès, Oui. s'il te plaît? Il y a pas mal de réactions dans le chat, mais du coup, je peux pas tout lire en même temps. Ce que je ferai, c'est que je ferai un copier-coller, je te les enverrai. Ouais. Et on avait une question Comme ça, tu je crois que pourras c'est regarder. Pauline, qui voulait savoir quel était ton personnage préféré, Agnès. Est-ce que tu as un personnage préféré parmi tous tes romans? Non. C'est compliqué. Non, je les aime toutes et tous avec la même force. Après, finalement, chacune ou chaque groupe de personnages représente une année de ma vie. Donc à chaque fois, finalement, je les associe à des événements personnels. Mais j'ai pas le même rapport avec les unes ou avec les autres. Si par miracle elles pouvaient se matérialiser devant moi, je leur donnerais pas, enfin je donnerais pas la même chose à l'une ou à l'autre et j'attendrais pas la même chose de l'une ou l'autre. Euh, et puis en fait tous les ans elles prennent un an. Comme des enfants, en fait, c'est ça? Comme des enfants. Oui. Ouais. Et puis voilà, Diane, quand j'ai commencé à écrire, Diane, elle a 31-32 ans. Elle en a 41, j'ai bientôt fêté les miens. Enfin voilà, elles vieillissent à chaque fois en même temps que moi. Donc oui, elles m'ont toutes laissé quelque chose. Donc et je leur en suis reconnaissante à chacune. Je suis jamais la même au début ou à la fin d'un roman. Il y a une trace qui reste, bien souvent avec le personnage principal, mais c'est pour ça que je peux pas faire de hiérarchie en fait. Ouais, Ok. c'est comme choisir entre ses comprends. enfants, quoi. Non, voilà. On lit le deuxième extrait? Oui. Alors attends, je partage, mais c'est toujours. Ça arrive, hein? C'est bon? Non, je crois pas encore, ça vient. Alors, là, c'est bon, chez moi, ça va arriver dans quelques secondes. C'est bon? Ouais. C'est quand tu veux. Voilà.
Donc là, oui, pardon, on précise peut-être que la situation dans le roman, Oui, pour que les gens comprennent où on en est. Xavier va sortir de l'hôpital et Ava voilà. va le chercher. Plus on s'approchait de la sortie, plus je me sentais légère. Je souriais de plus en plus, contenant bien difficilement mon excitation. Je m'étais glissée dans la peau d'une petite fille trépignant du pied pour que Noël arrive plus vite. Dans l'ascenseur, il sourit enfin, un peu plus franchement que ces derniers jours. Ça va me faire drôle de sentir l'air frais. En quittant la cabine, il marqua un temps d'arrêt et observa le hall autour de lui. J'avais oublié à quoi ça ressemblait, m'apprit-il. Qu'est-ce que c'est glauque, quand je pense au temps que tu y as passé. Je lui souris pour le rassurer. Il me répondit avec une lueur d'amour dans les yeux. Des larmes de bonheur montèrent dans les miens. Je m'abandonnai quelques secondes contre son épaule pour compenser mon impossibilité à me blottir dans ses bras. Il enfouit son visage dans mes cheveux et y déposa un baiser. Mon cœur se gonfla d'espoir. La sérénité m'envahissait. Il faisait un pas vers moi. Ramène-moi à la maison avant que les enfants et monsieur et mademoiselle démolissent tout parce qu'on est trop long. Alors moi, j'ai une petite question, étant donné que c'est une année très particulière et que ton livre est sorti et qu'il n'y a pas de salon. Comment ton livre, ton roman, a-t-il été accueilli par tes fans? Est-ce que du coup, tu as eu la possibilité d'entrer en contact avec eux différemment? Est-ce que tu as reçu beaucoup plus de messages sur les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé, cette sortie? Alors, j'ai eu, enfin voilà, j'ai eu la chance de faire d'autres rencontres virtuelles, donc ça a quand même, ça m'a permis, comme ce soir, d'en parler et de répondre à des questions. Après, voilà, j'ai toujours la chance d'avoir beaucoup de messages, beaucoup de commentaires et du coup, le lien finalement avec les lecteurs, alors il a malheureusement pas été physique cette année, on s'est pas vu en vrai, mais il a plus, enfin voilà, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de rupture. Donc ça, voilà, enfin je m'estime mais 10 000 fois chanceuse d'avoir pu continuer à avoir ce lien-là et de profiter des réseaux pour pouvoir échanger, répondre aux messages, etc. Parce que je pense que tu fais partie de ces auteurs qui créent vraiment beaucoup de bouleversements dans la vie des lecteurs. Et enfin, moi, plusieurs fois, je t'ai envoyé des messages en te racontant un peu ma vie, en te faisant des confidences, et j'imagine que je ne suis pas la seule. Comment ça se passe, du coup, de recevoir, je sais pas, les jardins secrets des uns et des autres, ou d'être mis dans des confidences? Comment tu gères ça? C'est toujours bouleversant quand on reçoit quand je reçois des messages ou quand des lectrices ou des lecteurs, quand voilà, en salon ou en librairie, arrivent avec leur propre histoire, parce que moi je me sens toujours très petite. Moi je fais que écrire des histoires, je raconte des histoires, mais quand les lecteurs me racontent leur propre histoire, leur vraie vie, et qu'ils arrivent avec une générosité et une confiance quand même plus qu'émouvante. Enfin, moi, ça me remue toujours beaucoup. Et en même temps, j'en reviens pas de ce que mes romans peuvent provoquer. Moi, je suis tellement, enfin voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis tellement plongée dedans que je suis tellement avec mes personnages que derrière, ça fasse un écho tel chez certaines personnes par rapport à leur propre vécu, par rapport à la projection qu'ils peuvent faire de leur histoire. Enfin, oui, enfin, je me répète, hein, c'est bouleversant, mais en même temps, c'est nourrissant. Non pas qu'après j'écrive sur les histoires que mes lecteurs me racontent, hein, c'est pas du tout ça, mais ça, il y a toujours un espèce de grand boom, quoi. Il y a le cœur qui bat à 10 000, il y a des larmes. Il y a des sourires, il y a des rires. Enfin, finalement, les émotions, elles se font à travers les propres histoires qu'on va me confier en vrai, ou que moi je peux dire en réponse à ce qu'on me raconte. Donc, il n'y a pas de mots finalement pour qualifier ça. C'est tellement, extraordinaire. Mais c'est vrai que tes romans ont vraiment un effet thérapeutique pour plein de lecteurs. Et c'est vrai que souvent, quand je te croise dans des salons, il y a une file de queue interminable et
voilà, je passe à côté et je vois les gens qui pleurent, qui rigolent, qui te racontent qu'effectivement, tu as été importante, ce roman a été important dans un instant T de leur vie. Et du coup, c'est hyper émouvant de voir ça. Et j'imagine, toi, tu te prends ça en pleine figure. Ça doit être assez incroyable comme expérience, salon après salon, parce que tu en fais beaucoup. Tu as beaucoup de monde à chaque fois qui vient te voir. Il y a le moment où je quitte le salon, la dédicace, où il y a je suis dans une espèce de bulle. Il y a une descente, en fait, qui à chaque fois, finalement, doit s'opérer, où j'arrive pas forcément à parler, à verbaliser ce qui s'est passé, parce que c'est tellement de l'émotion brute. Il n'y a pas de filtre. Il y a un truc comme ça qui arrive. Et puis, des fois, c'est pas forcément de la parole, c'est juste un regard qui est échangé avec une lectrice ou un lecteur, des regards qui en disent beaucoup. Et puis, des fois, parce qu'on n'arrive pas à parler. Ça m'est arrivé parce que c'est tellement waouh que voilà, il y a un truc, il y a une espèce de bulle qui s'opère. Donc, c'est vrai que quand il y a toujours ces minutes, voire ces heures où ça redescend, où je rattrape des souvenirs parce que je veux les garder très fort avec moi, parce que ça a été extraordinaire, mais c'est pareil, on n'en revient jamais indemne, en fait, de ces rencontres-là. Je te raconte pas le nombre de messages de bonheur, de soutien, de cœur qui passent dans le chat. Hein, tu regarderas plus tard. En tout cas, il y a 5 ans, je me souviens, quand j'ai ouvert mon blog, je t'avais interviewé et tu m'avais dit « J'ai la chance extraordinaire d'exercer un métier passion ». C'est toujours le cas, donc ça n'a pas changé? Non, et surtout, si ça change, il faut qu'on me dise d'arrêter. Voilà. Parce que ce que j'écrirai n'aura plus de sens, en fait. S'il y a plus de plaisir, s'il y a plus dans l'écriture, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus envie de porter des personnages, il n'y a plus un truc qui se passe dans les tripes. Donc, le métier passion, il est toujours indemne. Ça se ressent. Et il y avait une question qui passait dans le chat, c'est pour est-ce que tu t'inspires des histoires qui te sont racontées par tes lecteurs pour tes romans? Et puis j'ai envie de poursuivre en disant, est-ce que tu t'inspires de ce que tu vois, de ce que tu observes, de faits divers, Non, ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni l'un ni l'autre, c'est vraiment les personnages, ils arrivent, le personnage principal, depuis déjà, ça a commencé véritablement, je dirais, avec J'ai toujours cette musique dans la tête, où c'est le couple de ce roman-là qui s'est imposé à moi. Vraiment, le personnage principal s'impose et l'histoire se crée autour des valises, finalement, de ces personnages-là. Jamais je me suis inspirée de ce qu'on a pu me raconter, de ce que des lectrices ou des lecteurs ont pu me raconter, ou de ma propre vie, ou de la vie de mon entourage, de mes amis. J'ai un intérêt, une addiction à la fiction. Okay. Créer quelque chose, créer des vies toutes pièces, rencontrer des personnages avec les personnages secondaires, des gens que je n'ai jamais côtoyés finalement dans ma vraie vie, et me confronter à de nouvelles personnalités, à apprendre finalement de parcours, certes que j'invente, mais comme ils me réservent tous des surprises, voilà, c'est vraiment, moi j'ai besoin de m'embarquer dans de la fiction, je raconte des histoires, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire que jamais aucun personnage principal masculin ne s'est imposé à toi? Ou est-ce que pour le coup, ça c'est toi qui drive de vouloir écrire avec un personnage principal féminin? Sachant que les hommes ont parfois des grands rôles, dans le dernier roman, les hommes ont une grande part du... Oui, alors j'adore travailler les rôles masculins, les personnages masculins en secondaire. Après, finalement, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est dans J'ai toujours cette musique dans la tête avec le double point de vue, où il y avait Yanis et Vera. Au début, quand j'ai commencé à penser à ce roman-là, il n'y avait que Vera. Sauf qu'en fait, Yanis faisait un bruit épouvantable. J'avais tellement l'impression qu'il me disait « Mais attends, j'ai plein de choses à dire, quoi. » Donne-moi de la place. Il fallait que je le laisse parler. Et puis après, il y a eu ce constat, c'est que
Donc j'ai toujours cette musique dans la tête. C'est vraiment l'histoire d'un couple. Euh, euh, et je me suis dit, dans un couple, il y a deux personnes, donc il faut bien que je les laisse parler tous les deux. Donc, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, j'avais quand même très peur, parce que j'avais jamais écrit dans la peau d'un homme. Et je me suis dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais aimer ça? Et en fait, oui, j'ai adoré écrire dans la tête de Yanis. Enfin, j'étais contente quand j'arrivais à un chapitre où c'était Yanis qui reprenait la parole. Donc après, je me suis dit, c'est là où je me suis vraiment dit, je ne dirai plus jamais, jamais, parce que je sais pas ce qui peut se passer. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un personnage masculin qui s'imposera d'une telle force que ça sera le personnage principal. Peut-être que ça n'arrivera plus. Enfin voilà, je ne me ferme aucune porte finalement. D'accord. Ça nous va bien. Alors, est-ce que tu as déjà un nouveau personnage qui a toqué à toi Oui. depuis que tu as terminé Nos Résiliences? Oui. Oui. Ça a bien frappé. Donc voilà. C'est bon? Pardon? Tu as ouvert la porte, c'est bon? Oui, la porte est grande ouverte. On fait connaissance, donc voilà. On en est encore à la lune de miel, donc c'est très bien. D'accord. Donc là, tu es en train de travailler sur ton prochain roman, dont tu gardes le sujet top secret. Bien évidemment. Très bien. Alors, du coup, on va parler d'une évidence qui est sortie chez Pocket le 20 mai, le même jour que Nos Résilients chez Michel Lafon. J'en profite pour remercier Michel Lafon et Pocket d'avoir relayé la rencontre et de nous avoir aidés. Donc, merci à ces deux éditeurs. Voilà. Moi, dans mon métier, j'ai l'habitude de devoir pitcher un livre assez rapidement au lecteur, parce que c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de proposer 3-4 livres aux gens et après, ils décident. Donc, du coup, je vais pitcher une évidence en quelques mots. En plus, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas trop en dire, comme dans chacun de tes livres. Souvent, les quatrièmes de couverture sont hyper vagues, hyper évasifs parce qu'on ne peut pas en dire trop. Donc, moi, pour pitcher une évidence, j'avais ce petit texte. Donc, c'est l'histoire de Reine, qui est une mère célibataire qui est folle d'amour pour Noé, son fils de 17 ans, et qui traîne comme un boulet le secret de sa naissance jusqu'au jour où elle va devoir rendre des comptes. Voilà. Moi, pour parler de ton livre, il y a 4 mots qui me viennent tout de suite d'une évidence. C'est doux, piquant, émouvant et déchirant. C'est vraiment sans doute ton roman qui m'a le plus perturbée, emballée. Enfin, vraiment, je suis passée par une montagne, des montagnes russes de sentiments. Tu m'as fait vivre une drôle d'aventure et voilà, c'est vraiment un ressenti quand je repense à ce livre-là. La première chose, c'est les pleurs, parce que c'est vraiment le livre qui m'a fait le plus pleurer. Et j'ai adoré le personnage de Reine, que je trouve très, très fort. Et j'imagine, on en avait discuté ensemble aussi quand je t'avais fait mon retour de lecture quelques mois avant qu'il sorte. Et tu m'avais dit effectivement que ça avait été compliqué de la laisser partir aussi, que j'avais terminé le roman un petit peu dans la douleur également. Et voilà, est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'une évidence, comment il est arrivé dans ta vie, justement? Alors, une évidence, c'est ce que je disais tout à l'heure, Reine, elle est arrivée avec ses valises, son statut de mère célibataire et son fils de 17 ans. Vraiment, elle s'est imposée à moi comme ça. Et derrière, c'est la thématique du mensonge qui a tout de suite collé sur le dos de Reine, où j'ai réalisé que j'avais envie de parler du mensonge et de cette... réfléchir au fait de comment on peut construire sa vie sur un mensonge, quoi. Comment ce qu'on a de plus précieux, en plus, on va le construire sur un mensonge. Et ce mensonge, il prend tellement toute la place qu'on finit par croire que c'est la réalité. Et c'est ce qui arrive à Reine. Et elle embarque en même temps son entourage très proche dans ce mensonge qui finit par croire aussi que c'est la réalité. Et donc, c'était justement jusqu'à quel point, en fait, elle va tirer sur la corde et qu'est-ce qui se passe quand cette corde, elle claque. Et du coup, de comment elle peut reconstruire derrière. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il est né, avec cette particularité par rapport aux autres, comme je le disais tout à l'heure, que je ne connaissais pas à la fin. Alors, du coup, est-ce que tu nous lirais un petit extrait? Oui. On a sélectionné 2 extraits. Donc là, on est dans le chapitre 4. Caro, je te laisse envoyer l'extrait.
Ça vient, ça vient. J'étais juste en train d'essayer de prendre des photos. Et du coup, je me suis laissée déborder. Mais c'est bon, je suis prête. Je suis là. Alors, attends. Hop, ici. Extrait numéro 1. Voilà. C'est Chapitre 4. parti. Il y a des moments où tout s'arrête, où l'on voit sa vie défiler en l'espace d'un quart de seconde. C'est effrayant, c'est déstabilisant, surtout qu'on ne peut pas lutter contre. Il y aurait un avant, un après. Un sentiment de solitude absolue m'envahit. Les sons étaient étouffés, déformés, distordus. Un froid insidieux me traversait, une chaleur aussi. Mon corps ne savait plus ce qu'il ressentait. Le sang pulsait violemment dans mes tempes. Où étais-je? À quelle époque étais-je? Quel âge avais-je? Impossible, inimaginable. Cette voix gaie. Non, celle que je venais d'entendre était plus grave, plus autoritaire. Pourtant, cette intonation m'était si familière, presque viscérale. Ce phrasé saccadé, cette façon de ne pas se laisser le temps de respirer entre chaque mot. Comment était-ce possible? Pourquoi mon imagination me jouait-elle ce tour-là aujourd'hui? Je n'aurais pas dû me souvenir de tous ces détails. C'était si loin, si douloureux, si bon en même temps. Certaines choses, certaines personnes laissent des traces indélébiles, qu'on croit pourtant avoir enfouies au plus profond de soi. Je m'étais battue avec acharnement pour faire disparaître les blessures laissées par ces souvenirs, et je comprenais que quoi que je fasse, ils resteraient en moi. J'étais marquée au fer rouge, tatouée jusque dans les couches les plus profondes de ma peau. Voilà pourquoi mon esprit et mon corps réagissaient aussi vivement à une simple similitude, une microscopique ressemblance. Je devais revenir au présent, je n'avais pas le choix. Cette seconde de doute bouleversant, terrifiant, devait prendre fin, immédiatement. Je devais me lever de ce fauteuil, je devais me retourner, affronter ma pire crainte. Alors voilà, Reine, elle vit dans sa vie, dans son mensonge depuis des années avec son fils. Comme tu dis, elle est même persuadée que finalement, sa vie est comme ça. Et c'est vrai que dans ce chapitre, eh bien, elle va se retrouver face à quelqu'un qui va faire tout remonter et elle va se rendre compte qu'en fait, elle vit dans le mensonge depuis des années, elle s'était habituée à ça et finalement, à partir de ce moment-là, de cette rencontre, tout va changer, sa vie va être complètement bouleversée, tout va basculer et c'est le sujet de ce livre, du coup, du basculement, de ce moment où finalement la vie plan-plan s'arrête et il faut rendre compte. Et des choix impossibles à faire. Ouais. Oui, c'était vraiment l'idée du mensonge et du pardon, finalement, dans ce roman-là. C'était, est-ce qu'il y a du pardon possible? Et on peut tout pardonner, en fait. Comment on peut y accéder à ce pardon, en fait? C'était vraiment, voilà, le basculement, il se faisait autour de ça. C'était comment elle résiste, et puis après, elle veut essayer de récupérer les miettes, finalement, du désastre qu'elle a provoqué. Et est-ce qu'il y a un pardon possible à la clé? Ouais, alors que le mensonge, on dit que parfois le mensonge est une forme de courage. Et le mensonge qu'elle a construit, il part un peu de ce constat, non? C'est-à-dire que moi, j'avais aussi envie... Parce on aborde aussi la question du mensonge dans nos résiliences. Et ça m'a fait un petit écho, tu vois, c'est pas du tout sur les mêmes sujets, non. Mais j'ai senti que c'était quand même un sujet qui t'intéressait. Oui, alors, on ne peut pas parler du mensonge dans nos résiliences, sinon on va trop en dire. Non, non. Non, mais il y a un écho. Là, en fait, c'était vraiment l'idée, c'était le mensonge qui envahit toute une vie, sur lequel on construit toute sa vie. Et c'était vraiment en même temps l'idée aussi de se dire, mais si on avait été à la place de Reine, mine de rien, c'est une question qui m'anime toujours, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, c'est rien finalement. Voilà, Reine, ce qui lui est tombé dessus, Reine, elle est devenue adulte beaucoup trop tôt. Elle a dû faire face à des choix. Elle est rentrée dans un mensonge, mais on ne sait pas finalement ce qu'on aurait fait à sa place. Et elle a, finalement, le confort qu'elle a installé dans sa vie, il est quand même très inconfortable. Donc et c'était vraiment ce mensonge-là que je voulais traiter avec elle. C'est un engrenage, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où tu bâtis tout sur un mensonge, après, t'es foutu parce que tu peux jamais revenir en arrière. C'est une spirale infernale. Voilà, c'est la spirale infernale, complètement.
Alors, du coup, je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu nous lirais le deuxième extrait, Agnès, s'il te plaît? Hop, il est là. Il est plus court. Ouais, il est plus court. Donc, c'est Reine et son fils. Hein. Oui. Il bâilla à s'en décrocher la mâchoire, extirpa son grand corps du canapé, s'étira et prit la direction de l'escalier. Il s'arrêta à mi-chemin et se retourna vers moi, un grand sourire aux lèvres. C'était génial, maman, ce soir. Je trouve aussi mon Noé. On recommencera plus souvent? Le pincement au cœur était de retour. Je me levai pour le rejoindre. Si tu veux, lui répondis-je en repoussant sa mèche de cheveux. Il me fit un gros bisou sur la joue. Je le respirai tant que je pus. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, fais de beaux rêves. Il disparut à l'étage en sifflotant. Une dernière fois, il m'avait dit qu'il m'aimait. Une dernière fois, je lui avais dit que je l'aimais en étant convaincue qu'il me croyait. Dans 24 heures, il me haïrait. Il ne me resterait plus que les souvenirs. Voilà. Et donc là, on pleure en fait. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi, ce que j'aime dans ton écriture, c'est que je ressens en fait ce que tu dis. Alors, j'imagine que tu l'as ressenti en l'écrivant, mais c'est pas toujours le cas. Et là, le pincement au cœur, tu le lis, je le ressens. Donc, encore plus quand c'est toi qui le lis, j'ai envie de te dire. C'est une superbe histoire d'amour entre une maman et son fils. C'est une belle déclaration. Toi, tu as 2 fils, il me semble, Agnès. Oui. Ouais. Et du coup, tu avais envie d'aborder aussi ce thème de la filiation, de la relation mère-fils. Oui, alors c'est vrai que, je dirais que depuis X années, tout ce qui touche autour de la parentalité, ça me parle, ça me touche. Enfin voilà, quand j'exerçais encore mon métier de psychologue, je travaillais dans la petite enfance. Enfin, j'ai toujours eu un intérêt profond vraiment pour tout ce qui touche à ça. Et j'avais envie de me plonger, voilà, dans la relation d'une maman et de son garçon. Même si les miens sont beaucoup plus petits que Noé, n'empêche que voilà, Reine, elle voit son fils qui grandit. Elle est heureuse de le voir grandir, mais en même temps, ça lui déchire le cœur. Et on n'a pas besoin qu'il ait 17 ans pour avoir ce sentiment-là de se dire oh, mais qu'est-ce qui grandit, et c'est plus mon bébé et je veux que ça reste mon bébé et voilà. Et c'est vrai que du coup, forcément, maman de garçon, ben, il y avait des moments, oui, je comprenais complètement ce que Reine pouvait ressentir par rapport à ça. Oui, mais je te confirme. C'est vrai que le cœur des mamans en lisant ce livre tressaute bien souvent. Et c'est vrai que l'effet temps qui passe, c'est vrai que dans tes bouquins, c'est aussi une thématique qui est souvent abordée. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Et si, moi, j'avais une question, Agnès. Moi, c'était sur le choix des prénoms de tes héroïnes. Parce que c'est toujours des beaux prénoms. Pas forcément des prénoms, enfin, c'est pas des prénoms courants, mais ils sont quand même connus. Comment tu les choisis? Parce que moi, c'est un peu ma devinette chaque année d'essayer de trouver le prénom que. Je me souviens, tu as fait un post Facebook il y a quelques années pour essayer de. J'adore. Je vais recommencer, je crois, pour le prochain. Tu me diras juste si c'est une fille ou un garçon. Alors, les prénoms. Alors, pendant mes premiers romans, j'avais des prénoms en stock, des prénoms que j'aime bien. Mais voilà, parfois, par exemple, le prénom de Reine, ça faisait longtemps que j'avais envie qu'un de mes personnages ait ce prénom. Après, pour autant, sur les précédents, avec la personnalité du personnage, c'est très subjectif, hein, ça collait pas. Je me disais, c'est pas elle qui peut avoir ce prénom-là, elle doit en avoir un autre. Par exemple, et pour Ava, cette année, j'avais pas de prénom. Donc, quand j'ai pas de prénom, je vais dans les banques de données, je vais regarder le prénom le plus rare en 1920, je regarde suivant les origines. Mais c'est toujours finalement une rencontre pour moi entre une sonorité, des lettres, je les écris toujours parce que j'ai besoin de les écrire, de voir ce que ça donne quand moi je les écris. Et puis c'est très subjectif parce que moi ça va être voilà l'image que je vais me faire de ce prénom. Est-ce que ça va être raccord avec les contours de la personnalité du personnage qui sont en train de se créer.
Et puis voilà, la rencontre s'opère ou ne s'opère pas. Euh, mais voilà, plus le temps passe quand même, parce qu'ils commencent à être tous très nombreux. Si je prends les personnages secondaires, etc., il faut que je cherche quand même très souvent dans les bases. Ou alors, ben, je vais entendre un prénom. Mhm. Comme ça, enfin voilà. Ben, anecdote, le prénom de Noé. Ouais. Euh, on était en vacances l'été avant que j'écrive une évidence, et j'entends une maman appeler son fils. Et d'un seul coup, en fait, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais c'est Noé. Et voilà, et la rencontre, elle s'est opérée comme ça. Et après, enfin voilà, on aurait pu me présenter mes 10 000 autres prénoms, ça Mais n'aurait pas accroché. ça veut dire que tu avais commencé à écrire l'histoire et que tu n'avais pas Je encore l'avais le prénom? je l'avais construit, Ok. mais je n'avais pas encore trouvé le prénom qui allait, Ok. qui allait rencontrer Noé finalement. Et Benoît nous dit ce fut une évidence. Voilà. Je suis allée voir Il y a- un petit peu sur ta page tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait plein de questions autour d'une adaptation Mhm. possible des gens heureux. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est, si c'est en cours, si c'est arrêté, si tu as des nouvelles? Alors, donc, l'adaptation des gens heureux, c'était une coproduction franco-américaine. Et le producteur américain est l'homme qui a fait la une de l'actualité. Ah, oui, d'accord. Voilà, voilà Caroline. Le A. Donc, Voilà. donc autant vous dire que quand C'est tout à faire. toute cette chose, ce scandale a éclaté, nous avons rompu tout contact Ouais. et tout contrat. Donc, l'adaptation des gens heureux Lisboa du café n'est plus au goût du jour pour le moment. Donc les droits sont de nouveau libres, j'imagine. Exactement, exactement. S'il y a des producteurs dans la salle, qui regardent le Ça va, replay. il reste. Mais moi, c'est une évidence hein, que je visualise bien. C'est marrant. Je sais pas si tu as eu déjà des propositions ou si tu en auras, mais une évidence, je trouve que visuellement, il est beau. Enfin, on voit bien, on s'y projette bien, tu vois. Les gens heureux aussi, bien sûr. Hein. Mais les gens heureux, il y avait une BD d'ailleurs. Quelqu'un Oui, l'a écrit oui. dans le chat. Il y a une Tu avais BD. travaillé sur la BD ou c'était Oui, juste oui, une je travaillais en collaboration avec j'ai travaillé avec la scénariste et l'illustratrice. Et il y aura la vie est facile, ne t'inquiète pas aussi dans quelques Ok. temps. Ouais. D'accord. Ok, super. C'est une actu qui sort en 2020 ou c'est plus loin? On n'a pas encore Je la sais pas. date. On n'a pas encore la date précise. Ok. D'accord. Donc, tu n'as pas été approché pour d'autres romans ou en série ou Non, non. non? Je voulais Bon, aussi alors, te poser une question, Agnès, sur les couvertures de tes livres, parce que c'est pareil, tu as une marque jusque dans le choix de tes couvertures, Oui. avec ces photos qui sont quand même magnifiques. C'est quoi? C'est une rencontre avec une photographe ou c'est ton éditeur qui t'a proposé Non, Alors, parce que elles ont presque, enfin, toutes les couves ont presque, enfin, elles ont chacune une histoire. Plusieurs, enfin, sur une évidence. J'ai toujours cette musique dans la tête. Désolée, je suis attendue. Et la vie est facile, ne t'inquiète pas. Ça a été des shootings qu'on a fait avec photographe, mannequin. Voilà, la photo n'a été faite que pour la couverture. d'accord. Et puis, par exemple, pour Nos résiliences et à la lumière du petit matin, bah, c'est voilà, chez Michel Lafon, ils cherchent comme ça et puis ils me disent est-ce que dans l'idée et voilà, pour à la lumière du petit matin, ils m'ont présenté cette photo et je me suis arrêtée net et j'ai dit c'est Hortense. Ah, super. Et quand ils m'ont proposé la photo de Nos résiliences, ben, je me suis arrêtée, j'ai fait pareil, c'est Ava. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que c'est le même photographe qui a pris C'est ces deux vrai? photos. Et au début, personne ne le savait. Donc voilà, il y a une petite, il y a une histoire dans l'histoire. Mais moi, c'est vrai que j'aime ces couvertures, enfin j'aime ces photos en noir et blanc, ces photos qui en disent un peu, mais pas grand-chose finalement, et on peut déjà se raconter une histoire juste avec la photo. Chacun y met par rapport à son propre vécu, ses propres projections. Et puis tes couvertures, il y a vraiment un fil conducteur. Elles sont hyper jolies les unes les autres. Et donc toi, tu fonctionnes vraiment au coup de cœur en fait. Coup de cœur photo, coup de cœur. Ouais, si on trouve pas, si voilà, s'il n'y a pas
une rencontre avec une photo qu'on peut trouver, ben, on va monter tout ce qu'il faut pour créer la photo qui va correspondre au roman. Enfin, pour une évidence, on est parti à plusieurs Saint-Malo faire la couverture. Ouais, je me souviens que tu avais posté un petit reportage photo sur l'histoire de cette photo sur les remparts de Saint-Malo. Ouais. Exact. Eh bien, écoute, Agnès, on arrive à la fin de la rencontre. Merci 1000 fois. C'était très sympa que tu acceptes de terminer nos apéros du mois de juillet. Merci à vous. C'était super. C'était chouette de te voir, hein, parce que c'est vrai qu'on aurait dû sans doute se voir à Saint-Maur-en-Poche le mois dernier et on n'a pas pu se voir. Donc, c'est vrai que c'est le petit rendez-vous. Il y a des rendez-vous comme ça, des salons que tu fais quasiment tous les ans où on peut te retrouver à date fixe. Donc là, c'était chouette de t'avoir un petit peu pour nous toute seule et puis pour tous les participants avec nous ce soir. Ouais, j'allais dire, on n'est pas toute seule. Hein. Non. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube L'apéro, on ne va pas se tenir à carreau, qui est donc d'ores et déjà ouverte et on mettra le replay d'Agnès demain matin, si vous n'avez pas pu suivre le début ou la fin, ou si vous avez envie de revoir la rencontre. On peut se faire une petite capture d'écran de fin où tout le monde sourit avec son plus beau sourire? On peut. C'est bon, ça marche. Super. Eh ben, merci à tous d'avoir été là. Merci Agnès, merci Caro. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues si nombreux à cette rencontre. Ça va être les vacances. On vous retrouve au mois d'août avec Virginie Grimaldi qui fera la rentrée avec nous au mois d'août. On a dû décaler la date. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. La date, ce sera une surprise. Voilà, on vous dira ça. On verra si vous suivez. Voilà. Merci Agnès, merci Caro. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne lecture. Bisous Benoît. Je vois qu'il fait des bisous. Bonne résilience dans toutes les bonnes librairies. Pleurez bien. Belle été, bonnes vacances à tous. Ouais, mais c'est des belles émotions, ça fait du bien de pleurer parfois. Ouais, c'est vrai. On est bien Merci d'accord. beaucoup. Merci à tous. Bel été. Bel été, bonne bel été à vacances. tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. On vous laisse couper vos écrans et on surveille parce qu'on aime bien les choses bien faites. Merci à tous en tout cas, c'était un vrai plaisir. Donc là, tu surveilles que tout le monde se déconnecte, Caro, c'est ça? Exactement. Et je suis en train de copier-coller les chats parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, ouais. Et Agnès, on a eu un petit message tout à la fin de quelqu'un qui disait qu'il était à l'étranger et du coup, c'était chouette de pouvoir te voir voilà, de l'étranger. Je sais pas. De toute façon, je copie les notes comme ça, au moins on a tout et tout le monde. Ouais. J'avais juste. Ouais, non, c'est bon. Attends, il reste encore quelques personnes. Ouais, Clémentine, Sarah. Attends, Agnès, une seconde. Tiffany, c'est bon. On est 4 là, Mathieu, t'es 2? Ouais. Et ben voilà, on n'est plus que tous les 4. Ouais. Donc, c'est super. Maintenant, on peut poursuivre. Je rigole. Merci beaucoup. Et puis, non, c'était vraiment super. Ça nous a fait très plaisir. Et puis, on a appris plein de petites choses un peu différentes de d'habitude. Donc, c'est sympa. Ouais, non, c'était super. Vraiment. Ah, oui. Merci beaucoup. Mathieu précise que ça enregistre toujours. Je vous souhaite un bel été, les filles. De belles lectures, ouais, de belles émissions. Et pareil, bel été. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.